Bonjour à tous. Merci à Stéphane et Thérèse pour l'invitation de faire cette présentation. Et je souligne la présence de Sandra Fréchet, qui est ici, qui est une praticienne, une conseillère pédagogique de la commission scolaire Riverside. Et comme on parle aujourd'hui de partenariat recherche-pratique, je suis très heureux que Sandra ait pu se dégager de ses fonctions. Elle est très occupée en ce moment, comme elle m'expliquait ce matin, comme conseillère pédagogique en mathématiques, avec les examens de la commission scolaire et tout et tout. Mais je trouvais ça important de prendre une posture réaliste par rapport à ce dont on parle. C'est pas juste une approche conceptuelle qu'on fait des partenariats avec des milieux de pratique. Et dans le plan de ma présentation, je vais tout d'abord faire un bref retour sur les plus importants aspects conceptuels de ce qu'on appelle les approches socioculturelles, juste pour qu'on se donne un peu un vocabulaire commun, se rappeler de certains de ces principes conceptuels. Puis je vais parler de méthodologie dérivée en termes de questions de recherche, de ce qu'on appelle des données, je le mets entre guillemets parce que les données ne sont jamais données, surtout dans les partenariats. Et puis je vais parler des problématiques qui entourent aussi la notion de résultat. Puis je vais passer à l'illustration d'un cas particulier. C'est là où je vais inviter Sandra à venir parler avec moi de ce cas particulier qui a lieu dans le contexte d'un projet de recherche actuel et qui met en évidence certains éléments problématiques de la recherche en partenariat, de nos méthodologies, des données et des résultats, et qui illustre un peu comment on a réussi à se sortir d'une petite contradiction qu'on a vécue, pour utiliser un terme de théorie d'activité. Et donc, on va en parler ensemble, plutôt que moi de présenter avec mon biais ma perspective sur cet incident-là. Alors, je vais commencer par rappel des principaux éléments de perspective socioculturelle, et je commence par dire que c'est un ensemble et non pas une unique perspective. Les trois principales approches qui, moi, m'alimentent en termes d'approches socio-culturelles sont les théories de l'activité. Je dis les théories parce qu'il y en a plusieurs générations. Sylvie fait oui, oui, oui. La théorie des communautés de pratique d'Étienne Wenger. Et puis les approches que je nomme situatives. Situées, situated learning, situated cognition, et je mentionne Jean Lave et Étienne Wenger encore, et Jim Grunow. Je vais utiliser certaines conceptions issues de ces perspectives-là dans ma présentation ce matin. Je pense que ces perspectives-là ont en commun de concevoir le savoir comme une activité et non pas comme un objet. Donc, une activité qui est située dans un contexte social et matériel qui a une historicité ou une histoire. Alors, ce sont ces approches socioculturelles-là qui nous ont éveillés depuis 20 ans, en particulier, au fait que le savoir n'est pas simplement un concept. Savoir, c'est comprendre les ressources disponibles dans une situation et savoir participer de manière productive à des activités avec les autres dans cette situation-là. Et c'est grandement différent des perspectives précédentes en psychopédagogie en particulier, où on mettait la focalisation sur l'individu comme dans un processus d'acquisition de connaissances, d'une activité solitaire, une activité qui mène à la construction de représentations mentales internes. Alors, cette conception-là qui précédait les perspectives socio-culturelles, cette conception-là existe encore, elle est encore valide. On a simplement complexifié notre regard sur ce que c'est que apprendre, ce que c'est que d'enseigner, puis aussi ce que c'est que de faire de la recherche. Alors, il y a deux termes ici qui sont très importants, la notion de situation et de système d'activité. Je parle maintenant de communautés de pratique, des pratiques et des communautés. Je vais utiliser beaucoup ces notions-là ce matin.
On se rappelle les trois grands axes des communautés de pratique identifiés par Étienne Wenger, l'engagement mutuel, l'entreprise conjointe et le répertoire partagé. Ce que je retiens beaucoup à ma lecture de la théorie des communautés de pratique d'Étienne Wenger, ce sont certaines dualités que je trouve très importantes à garder en tête quand on veut comprendre ce qui se passe dans des pratiques. La première de ces dualités, c'est celle entre la participation et la réification. La participation étant comme une activité, une activité composée de conversation, d'interaction, de relations, de sentiments d'appartenance, d'action. Donc, c'est une mouvance interactive qui définit une pratique, mais une pratique est également définie par les objets et les artefacts qui sont en relation avec la mouvance et participation. Alors, les outils, les documents, les normes écrites qui peuvent servir à dire voici ce qu'est notre communauté, voici ce qu'est notre pratique. Une autre dualité, c'est celle entre la compétence et l'expérience. Étienne parle de la compétence comme étant ce qui définit la pratique de façon socialement normée. Alors, enseigner, ça veut dire ceci. Et la communauté peut identifier ce que c'est que d'enseigner dans une classe de 4e secondaire. Mais en dualité avec cette compétence qui est socialement définie, il y a l'expérience des participants dans une communauté de pratique. Et cette expérience-là est une expérience individuelle et elle peut être en décalage avec la compétence normée qui définit la communauté de pratique. Et cette dualité-là entre compétence et expérience explique beaucoup comment on peut voir une communauté se transformer par le fait que l'expérience de certains membres de la communauté vient modifier la compétence définie socialement par la communauté. Et c'est beaucoup ce qui se passe, ce qui va se passer dans les projets qui nous occupent là maintenant, en partenariat, où on essaie de faire effectuer une espèce de transformation des pratiques. Parce que la communauté de pratique, la notion de communauté de pratique, on lui a beaucoup reproché, entre autres Karl Berhalter, que c'est une définition statique. La communauté de pratique n'est pas utile à des projets d'innovation parce qu'elle définit la communauté telle qu'elle est maintenant. Ce qui n'est pas vraiment ce que Étienne Wenger nous dit. Il dit qu'il y a la compétence qui est définie, qui peut être la staticité de la communauté, mais il y a aussi l'expérience qui dynamise la communauté. Alors, j'aime beaucoup cette notion de learning can be defined as a realignment of competence and experience, whichever leads the other. Alors, apprendre à enseigner, c'est apprendre à s'insérer dans la compétence telle que définie par les normes de la communauté de pratique. Alors, ce premier temps de l'apprentissage, c'est l'individu qui s'inscrit dans la communauté. D'accord, bonne chance. Et l'autre moment de l'apprentissage, c'est la communauté qui se transforme, qui apprend de l'innovation ponctuelle, expérientielle de ses membres. Et c'est ce qui se passe dans certains de nos projets. Entre autres, dans le projet avec la commission scolaire Riverside, dont on va parler plus tard. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que la pratique se transforme et que la communauté de pratique des enseignants en mathématiques du primaire et du secondaire devienne différente. J'utilise une métaphore visuelle empruntée encore une fois à Étienne Wenger qui présente des cercles concentriques. Le centre étant le cœur de la compétence de la communauté. Alors, il y a les leaders, les membres qui représentent la compétence à son état achevé de la communauté de pratique. Et autour, il y a des cercles de plus en plus éloignés de ce cœur-là, qui sont les membres actifs de la communauté. Donc, si on prend la pratique de l'enseignement, il y a au cœur des enseignants qui sont peut-être des vétérans, qui représentent vraiment la compétence.
que les enseignants dans leur communauté peuvent dire, ça c'est un bon enseignant. Et autour, il y a des gens qui font l'enseignement, qui sont bons, mais ils ne sont pas activement identifiés ou principalement identifiés comme étant le cœur de la pratique. Puis autour, il y a des gens qui sont les stagiaires de faculté des sciences d'éducation, qui vont s'insérer dans une classe, dans une école, puis qui vont participer de façon périphérique. Et il y a nous autres, les chercheurs, qui sommes des experts, mais pas dans la compétence de la pratique d'enseignement. Et on a un rôle à jouer, on a des façons de participer dans cette communauté-là. Je vais revenir à quelques reprises plus tard sur cette métaphore visuelle-là. Maintenant, pour ce qui est de l'objet plus précis de nos conversations aujourd'hui, je vais commencer à parler de mode co-design. Design-based implementation research dans la tradition anglo-saxonne. Alors, Thérèse et moi, on cherche à traduire ça en français, recherche en mode co-design, expérimentation de devis sociotechniques, qui était une invention pas très heureuse de ma part dans un article des années 2000, mais qui traduisait la notion, en fait, à l'origine de design experiment de Anne Brown. Design experiment, c'est un peu un jeu de mots sur le experimental design. C'est une inversion de cette expression de devis expérimentaux. Et Anne Brown insistait sur le fait qu'on ne fait pas des devis expérimentaux, mais on expérimente des devis. Et les devis sont des devis, en fait, socio-techniques, dans le sens où un devis, c'est une idée d'intervention dans une classe pour favoriser une méthode d'enseignement qui va mener à la réussite des élèves. Alors, expérimenter avec des devis, c'est quand même une expression qui a du sens. Donc, les points importants de cette approche-là, de recherche en mode co-design, c'est de concevoir, mettre en place, de manière collaborative, des innovations menant à l'amélioration durable de systèmes d'activité, tout en maintenant leur intégrité. Alors, c'est une phrase complexe, mais c'est que la réalité de cette recherche en mode co-design est complexe. Donc, on peut articuler ça en disant, c'est la mise en place d'innovation, et c'est créer ce qui n'existe pas encore. Et ça, cette notion-là de créer ce qui n'existe pas encore est très importante pour la suite de nos questionnements et de nos conversations aujourd'hui. Parce que ce n'est pas habituel dans la recherche en sciences humaines et en éducation. C'est relativement récent qu'on se positionne comme chercheur dans une posture de conception, de design, et non pas d'observateur. Okay? Surtout en psychopédagogie, on a une tradition qui nous a définis comme des chercheurs, des scientifiques. Et on nous a enseigné à être non participants, à être objectifs, à être neutres, à ne pas affecter l'objet de notre recherche, ce sur quoi on pose notre regard. Et là, on vaque à nos occupations de chercheurs depuis 20 ans. Et graduellement, cette posture-là devient de moins en moins pertinente. Et puis, donc, cette notion de concevoir a des implications très importantes. Alors, construire, engendrer, mettre au monde plutôt que de vérifier des hypothèses. Et les innovations dont on parle sont des innovations extrêmement complexes. Ce sont des pratiques. Ce n'est pas des innovations technologiques pures, parce que la notion de design, de conception, est beaucoup héritée de design, par exemple industriel, en génie, en informatique. On fait de la conception de systèmes. Mais nous, on a des systèmes qui ne sont pas seulement des systèmes techniques, ce sont des environnements socio-techniques. Donc, c'est à la fois des pratiques, donc la participation. Il faut qu'on mette en place des systèmes d'activité qui vont permettre à des gens de faire des choses. Et c'est aussi des artefacts, des outils, des documents. Et ces pratiques-là sont complexes. Elles sont socialement situées, elles sont en mouvance, elles sont à plusieurs niveaux.
Et j'ai inclus dans ma conception de notre problématique d'aujourd'hui, apprendre comme un système d'activité, enseigner, mais aussi faire de la recherche. Moi, je m'inclus comme apprenant dans les projets auxquels je participe ces dernières années. Et je crois que dans les partenariats recherche-pratique, le chercheur doit aussi se voir comme participant à un processus d'apprentissage. Comme le soulignaient Stéphane et Annabelle, ça implique des nouvelles habiletés, des compétences en recherche. Des formes de participation non traditionnelles avec les partenaires. Quand Annabelle, comme nouvelle chercheure, dit je ne suis pas très certaine comment partager mon temps entre écrire des articles, rédiger des rapports et aller frapper à la porte d'une commission scolaire pour se présenter puis dire j'aimerais ça qu'on fasse des choses ensemble. C'est pas des choses qu'on apprend dans les cours de formation des psychopédagogues. Négocier l'objet de la recherche et jusqu'à un certain point concéder un certain contrôle. On est traditionnellement amené dans les cours de méthodologie de recherche à demander aux étudiants de maîtrise à formuler des problématiques, des objets de recherche, des questions. Mais jamais à dire, vous allez devoir négocier ça avec vos partenaires. Et donc, quand on est catapulté dans la réalité des partenariats recherche-pratique, il faut commencer à négocier l'objet de recherche. Ce n'est pas moi seul qui va le développer, qui va l'identifier. Dans le projet avec la commission scolaire Riverside, dont on va parler plus tard, moi, je suis arrivé à la porte de la commission scolaire, déjà dans le contexte d'une relation préexistante, mais à dire, voici, j'aimerais proposer un projet au CRSH en développement de partenariat. Ça sera autour d'un développement de communauté professionnelle, communauté d'apprentissage professionnel. Et quelles seraient les problématiques dans votre commission scolaire qui seraient importantes de mettre au cœur de cette CAP? Puis, on en a discuté. C'est eux qui ont dit, c'est la transition des élèves en mathématiques du primaire au secondaire. C'est pas moi qui est arrivé pour leur dire, voici ce qu'on va chercher. Développer une vision commune à plus long terme, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur l'objet au départ, mais aussi voir où est-ce qu'on veut s'en aller à plus long terme. C'est peut-être un projet qui va être subventionné sur 3 ans, mais moi, je me préoccupe de ce que ce projet-là va avoir comme incidence dans la commission scolaire et dans mon infrastructure de recherche pour plus que 3 ans. Qu'est-ce qui va arriver au bout de 3 ans? Développer un climat propice à un engagement et à une collaboration authentique de la part de tous les partenaires. Alors, un climat, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les cours de méthodologie de recherche. J'aime raconter l'anecdote de ce que mon attaché de recherche, Gyung-Mi Heo, la façon qu'elle a eue de m'ouvrir les yeux, à un moment donné, à dire, regarde, il faut faire attention d'abord et avant tout à cette notion de climat, puis développer un climat qui permet que les enseignantes, les conseillères pédagogiques et nous les chercheurs, on est à l'aise, on se fait confiance. Puis on a fait ça. J'ai appris à faire ça, moi. J'ai appris à ne pas me préoccuper abondamment d'avoir des discussions sérieuses dès les premières rencontres. Puis je dis à mes collègues à la faculté, dans le projet du CRSH, la première année, on a beaucoup jasé en prenant des cafés. On a appris à se connaître, on a appris à se faire confiance. Puis je n'ai pas insisté sur, il faut qu'on arrive à, c'est ça la problématique, il faut qu'on arrive à des résultats l'année prochaine, etc., etc. On a laissé évoluer le climat. On a été très vigilants à ce que la confiance mutuelle s'installe. Je pense qu'on a réussi à voir où est-ce qu'on en est maintenant à la 3e année du projet. J'en parle aussi en termes de communauté de pratique. C'est-à-dire que le partenariat, c'est la jonction entre 2 ou 3 communautés de pratique. Évidemment, recherche, enseignement. On a tous notre définition. Si on reprend les triangles dont Annabelle parlait, c'est ça. On a nos systèmes d'activité de chercheurs, il y a le système d'activité
des enseignantes et il y a le système d'activité des conseillers pédagogiques. Là, j'utilise la notion de boundary crossing, je traduis ça par des passages frontaliers. Ce qu'on voit dans, la mise en œuvre des partenariats, c'est l'utilité, la nécessité de partager des objets et des projets. L'objet de la recherche devient un objet frontalier, c'est-à-dire qu'on le partage, on dit voici ce dont on parle, voici ce sur quoi on pose notre regard de chercheur, et voici ce pourquoi on veut travailler à des changements. Les données et les résultats sont aussi des objets frontaliers. On va en parler plus précisément dans quelques minutes. Mais je trouve cette notion intéressante de données émergeant des partenariats, des recherches en partenariat comme étant des objets frontaliers. On s'engage dans des pratiques frontalières. On devient ou on inclut dans un projet un passage, ce qui est la traduction dont on avait discuté dans une réunion précédente, la traduction de broker. La traduction littérale, c'est un courtier, mais on préfère la notion de passage. Une personne qui va aider le passage entre une communauté de pratique et une autre. Et c'est encore la problématique de compétences nouvelles pour des chercheurs et pour des praticiens. Alors, j'ai commencé à parler des questions de recherche, ensuite des données, ensuite des résultats, pour mettre quelques idées plus précises sur ce que je considère être des enjeux, des questions, des problématiques. Pour ce qui est des questions de recherche, on doit prendre acte de la complexité qui découle du fait qu'on considère des contextes et des systèmes d'activité. On ne peut plus considérer comme une approche de recherche productive de simplement prendre des élèves, les sortir de la classe, leur faire passer un questionnaire et d'ainsi apprendre beaucoup sur ce qui se passe dans les classes. On doit prendre en compte le système d'activité complexe de la classe et autant que possible s'y insérer comme membre de la communauté conjointe du partenariat. Les questions de recherche sont complexifiées par aussi le fait qu'il faut prendre en compte les intentions des participants, les objets du système d'activité dans lequel ils sont engagés et les résultats de leurs activités. Donc, référence au triangle des systèmes d'activité, l'intention des acteurs, que ce soit les conseillers pédagogiques, les enseignantes, les élèves, quelles sont leurs façons de définir l'objet de leur pratique et leur participation dans ces systèmes d'activité-là. Alors, ce sont les questions qui deviennent complexes. Et elles sont aussi affectées par l'enfant sur la problématique de conception. Alors, pour donner des exemples, on peut poser des questions qui sont dans des formes non normatives. On n'est pas dans la vérification d'hypothèses tout le temps. On peut l'être, mais on est aussi dans des problématiques de est-ce que c'est possible de faire X? Et le faire X a lieu dans un système d'activité complexe, une classe. Est-ce que c'est possible d'enseigner les mathématiques de telle façon? Est-ce que c'est possible de faire agir les élèves de telle façon? Est-ce que X fonctionne dans tel contexte? Ou comment ça fonctionne? Documenter comment ça fonctionne. Comment faire en sorte que X se produise dans ce contexte et dans un autre contexte? Donc, les processus d'adaptation d'une idée dans la mise en œuvre dans un contexte particulier. Je prends un exemple d'une recherche, d'une publication récente de Engstrom et collègues. Parmi les sous-questions de recherche dans cet article-là, il va dire quelque chose comme « Which expensive learning actions may be identified in a change lab process? What are the frequencies of appearance of these learning actions in the process? » Donc, quelles sont les actions qu'on peut identifier dans un laboratoire de changement? Quelles sont les fréquences d'apparition de ces actions dans le processus? C'est des questions de recherche qui peuvent sembler vraiment très étranges à des personnes qui ne participent pas
ne participent pas à des projets de partenariat, recherche pratique, qui ne participent pas à des recherches de type co-design. Puis aujourd'hui, on aura l'occasion de discuter de vos cas particuliers de formulation de recherche de questions et de problématiques autour de ça. Maintenant, les données, que je mets en guillemets encore une fois parce que les données ne sont jamais vraiment données et c'est donné à qui. Je parle de données dans une perspective particulière que je voudrais articuler puis donner des exemples. On parle de la construction de représentations riches des pratiques existantes et potentielles ou émergentes. Okay? Je m'inspire en disant ça de certaines considérations, entre autres de Judy Little à Stanford, qui parle de données qui rendent compte de l'expérience, accounts of experience. Les données pour refléter un état problématique dans les laboratoires de changement de Engstrom et de son équipe, les données miroirs, et je sais que Sylvie va en parler plus tard cet après-midi. Dans notre cas, des données pour stimuler un processus de réflexion collective. Donc, c'est les représentations riches qui proviennent des pratiques sont des objets de réflexion collective. Et c'est des objets qui servent à connecter nos communautés de pratique de chercheurs et de conseillers pédagogiques et d'enseignantes. Ces données-là, on peut dire qu'elles nous permettent de se connecter. Et elles agissent aussi, ou en tout cas, on peut produire des métadonnées qui nous permettent de regarder comment des groupes de chercheurs, d'enseignants, de conseillers pédagogiques interprètent ces données riches qui proviennent de classes. Par exemple, j'en parlerai plus précisément dans quelques minutes, on fait des captations vidéo de ce qui se passe dans les classes et tous ensemble, on se penche sur qu'est-ce que ça signifie, ces activités en classe qui ont été captées sur vidéo. Et nous, on enregistre ces discussions-là pour, en fait, un peu se donner un regard méta sur les données et comment elles peuvent être interprétées de façon multiple par nos différents participants. Les résultats. Donc, une des particularités que j'observe dans ma pratique à moi, c'est que dans un cycle de co-design, d'intervention formative ou de laboratoire de changement, les participants et les systèmes d'activité sont à un moment le contexte de départ d'une recherche et à un autre moment le résultat. Et ça devient très difficile de choisir, et je le vis dans la supervision de thèses de maîtrise et de rédaction de mémoire. C'est-à-dire que là, on se dit, ben oui, mais la classe, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est-tu le point de départ ou c'est le résultat? Et c'est les deux, en fait. Mais ça pose toutes sortes d'imbroglio de rédaction. Parce que là, il faut répéter. On dit, c'est bon, les participants, dans un cadre, dans un chaîne de rédaction de mémoire, les participants, on les nomme, on décrit qu'est-ce qu'ils font. Et puis là, plus tard, on refait ça. Mais c'est des résultats, parce que là, ils ont changé. Donc, les résultats sont un peu fluides. Puis, une autre problématique qui concerne les résultats, c'est qui concerne à identifier dans quelle mesure permettent d'évaluer les progrès de l'intervention en cours de route et surtout assez hâtivement parce qu'on est dans une logique d'itération. On veut commencer à intervenir, on veut examiner si nos interventions ont une incidence positive et on veut ajuster le tir le plus rapidement possible. Donc, c'est très problématique d'identifier des mesures qui vont nous permettre de faire ça. Deuxième ordre de complexité par rapport aux résultats, c'est que ces résultats-là sont à plusieurs niveaux et il y a des attentes qui sont un peu problématiques par rapport à cette complexité-là. Plusieurs niveaux. D'une part, il y a les croyances, les attitudes, les perceptions, perspectives des participants et les actions et les activités qui caractérisent ces participants-là. Et on sait depuis longtemps qu'il n'y a pas toujours un alignement parfait entre la perspective, la perception, les croyances des participants et leurs actions.
Donc, c'est un ordre de complexité. Le deuxième, c'est le rapport entre les pratiques d'enseignement et les apprentissages et la réussite des élèves. On a à faire face à des attentes qui sont parfois très irréalistes. Dans le contexte d'une intervention où on s'attend à ce que la mise sur pied d'une communauté d'apprentissage professionnel aura, dans l'année suivante, une incidence positive et que les résultats scolaires des élèves vont s'améliorer. Alors, il faut se prémunir contre ces attentes-là et inciter les gens qui nous lisent à lutter contre cette tendance-là, à vouloir des résultats rapides, alors que les systèmes sont tellement complexes que ces résultats-là, ces indirections-là ne se produiront pas rapidement. Les relations entre les pratiques de recherche et les pratiques d'enseignement. On en parle beaucoup depuis quelques années, on en parle beaucoup dans le contexte du CRIRES et du CETREC. De quelle manière peut-on augmenter, améliorer la qualité du lien entre les pratiques de recherche et les pratiques d'enseignement, dans un espoir qu'il y aura une bidirectionnalité plus forte de l'un à l'autre, que ce ne sont pas nécessairement une attente que les résultats de recherche vont avoir une incidence sur les pratiques et qu'il s'agit juste de transférer ces connaissances-là. On parle de beaucoup plus de types de connaissances qui doivent interagir les uns avec les autres et que la communauté de pratique doit aussi informer la communauté de recherche sur les attentes concernant les résultats. Et des résultats aussi qui concernent à plus long terme le partenariat, les partenariats et l'entreprise conjointe de recherche et pratique. Et c'est là où, moi, comme chercheur, je me positionne comme apprenant et comme stimulateur d'une transformation des systèmes d'activité de notre recherche, dans le sens où ce partenariat-là doit laisser des traces, doit faire en sorte qu'on a appris quelque chose dans nos pratiques et qu'à plus long terme, on transforme un peu nos façons de faire. La dernière chose que je voudrais mentionner avant de tomber de parler d'un cas particulier, c'est la notion des rôles et des identités. Dans une communauté d'apprentissage professionnel pour des enseignantes, des conseillères pédagogiques, on voit apparaître des mutations dans les compétences qui définissent la communauté de pratique. Et je reviens à cette illustration en cercle concentré. Quand on vise à intervenir pour la transformation ou l'amélioration des pratiques, on transforme un peu ce qui se passe au centre, où en fait, il peut se passer des choses assez complexes au cœur de la communauté de pratique. Ce que j'appelle une mutation. Dans une recherche en partenariat, il y a aussi des mutations des compétences en recherche du côté des universitaires. On peut vivre des contradictions, des défis. Alors, j'en ai parlé un peu. On est amené à avoir des compétences qui sont nouvelles, approche de partenariat, négociation d'objets de recherche. Et ça crée des contradictions, des défis, entre autres pour la rédaction et la publication de rapports non normatifs. Et il y a une certaine perte de contrôle qui peut être associée ou perçue par rapport à ça. Moi, l'objet de recherche, je l'ai négocié avec la commission scolaire et il ne m'appartient pas en propre. Alors, dans ces deux contextes-là, les repères manquent, il y a un flou qui s'installe et puis il y a des questionnements qui surgissent et possiblement des objections. Qu'est-ce qui se passe au juste dans la pratique de l'enseignement? Qu'est-ce qui se passe dans la classe, maintenant qu'on a fait une intervention? Puis les autres direction d'établissement ou autres enseignantes qui ne font pas partie du projet, je regarde ça, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vraiment ça, enseigner. Moi, j'ai des collègues qui m'ont déjà dit « Alain, il ne fait pas de la recherche. » Donc, il faut faire face à ces questionnements, ces objections. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a souvent une espèce de moment où il y a une suspension du savoir qui dit « On fait quoi là? » Et les gens qui nous disent « Ça ne marche pas comme ça. »
Puis il faut faire face à ces objections et ces questionnements-là. C'est pas comme ça que ça marche, la recherche. La classe, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est des problématiques qui nous questionnent dans notre rôle, dans nos identités. Là, je me souviens pas pourquoi. Ouais, moi, je l'ai pas. Alors, on passe à l'analyse d'un cas concret qui illustre certaines de ces problématiques-là au niveau des données surtout. Et le contexte, c'est un projet de CRSH développement de partenariat qui est à la fin de sa 3e année. Creating, Computing and Collaborating in Mathematics avec la commission scolaire Riverside. Et les objectifs de cette recherche-là, c'était de faciliter le développement d'une communauté d'apprentissage professionnel pour des enseignants, principalement, mais les conseillers pédagogiques et nous, avec une préoccupation particulière sur la transition des élèves en mathématiques du primaire au secondaire. Et comme je disais, c'est un objet qui a été apporté par la commission scolaire parce que ça fait partie de ses préoccupations. Un autre objectif, c'est de développer l'intégration d'outils et de ressources numériques et, à plus long terme, développer, encourager, soutenir la relation chercheur-praticien. Alors, j'inviterai Sandra à venir avec moi pour qu'on commence à discuter de ce qui s'est passé dans un incident critique que je vais décrire dans quelques minutes. Avant ça, je veux juste rappeler que, empruntant la figure du Expansive Learning de Engstrom, j'ai commencé à m'intéresser à la cohabitation des trois systèmes d'activité qui, à mon avis, caractérisent ce projet-là. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il y a le système d'activité de l'enseignement qui va traverser un certain nombre d'étapes qui sont propres à ce qu'on appelle l'expansive learning. Au centre, il y a la recherche, qui va elle aussi traverser un certain nombre de transformations, de changements, en fait, on l'espère. Et entre ces deux systèmes d'activité-là, il y a ce qu'on peut appeler une activité frontalière, qui est la réflexion, dans laquelle on est engagé et les chercheurs, et les praticiens, et les conseillers pédagogiques. Alors, il y a des mouvements de va-et-vient. Dans les premiers moments de ce processus-là, les objets questionnés, les analyses proviennent de la pratique de l'enseignement et sont soumis à un processus de réflexion. Et ce processus de réflexion-là donne lieu à des objets dans le système d'activité de la recherche qui vont venir s'insérer dans le système d'activité de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on fait une première intervention. On propose de nouvelles solutions. Les enseignantes commencent à faire des choses un peu différemment. Et suite à ça, on examine. Donc, on prélève des objets riches provenant de cette nouvelle pratique, de cette pratique en émergence, et on les soumet au processus de réflexion et de recherche, et ainsi de suite. Donc, de la complexité des trois systèmes d'activité, enseigner, faire de la recherche et réfléchir ensemble, qui sont représentés dans cette figure-là. Un des objets riches provenant de la pratique qu'on utilise, c'est les captations de vidéo. Et on va parler d'un incident critique qui concerne l'utilisation de ces objets complexes-là. Mais pour illustrer ce qu'on fait, c'est qu'on a des captations de vidéo qui sont surtout le regard porté sur le travail des élèves en groupe, dans une classe du primaire, dans une classe du secondaire, en mathématiques. Alors, ce qu'on voit ici, c'est des élèves qui travaillent ensemble sur la résolution d'un problème avec des objets pour un problème de surface. Dans nos rencontres en face à face, on s'engage dans un processus où on discute des questions suivantes. On se réunit en petits groupes et échanger du commentaire qui vient à l'esprit en visionnant la vidéo. Quelle similitude remarquez-vous avec votre propre classe et votre pratique? Voyez-vous des éléments que vous auriez fait différemment? Alors, des questions d'emblée qui sont très générales, qui ne forcent pas
un regard particulier. Et donc, on a des discussions sur ça. En plus, on met ces captations vidéo-là sur une plateforme en ligne qui s'appelle Dialogue. Et là, il y a un processus de discussion, comme un forum de discussion qui est permis sur des moments précis des vidéos. Alors, c'est ce qu'on fait dans une partie importante du travail. Et je dois dire que dans la proposition de ce projet-là, j'avais inscrit l'utilisation de captation vidéo et je me croisais les doigts en me disant ça se peut très bien qu'on n'y arrive pas. Parce que pour entrer dans la classe d'une enseignante avec un appareillage de captation vidéo, il faut avoir institué un climat de confiance très solide. Et l'incident critique dont on va parler concerne la fragilité de ce climat de confiance. On va vous faire part d'un incident qui nous a appris à faire ça de façon plus consciencieuse. Alors, et là, je vais dialoguer avec Sandra parce qu'on a nos deux perspectives. Hein? J'ai la perspective de la recherche et la perspective... Non, on n'est pas très différents, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à une conciliation de cette problématique-là. Alors, lors d'une rencontre en face à face de la communauté d'apprentissage professionnel, Nancy, qui est un pseudonyme, accepte en vitesse. Juste avant, on lui avait envoyé, elle avait eu accès à des extraits de captation vidéo dans sa classe. Pour toutes sortes de raisons, j'ai ma faute. On n'était pas prêt à temps, puis on a un peu précipité, puis dire regarde, il y a deux captations qui pourraient être soumises à la réflexion collective ce matin, cet après-midi. Elle accepte, et puis, lors de la discussion, à partir des une ou deux captations, Nancy et ses collègues commencent à souligner les aspects problématiques du travail des élèves, de l'activité qui a été filmée. Et dans les jours qui suivent, elle nous informe qu'elle ne souhaite plus avoir de captation dans sa classe. Et puis, jusqu'à vouloir se retirer du projet. Ouais. Puis en fait, ouais. Donc, un courriel, puis on a réagi en catastrophe. C'était alarme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Puis on a eu, avec les conseillers pédagogiques et la directrice adjointe des services éducatifs de la commission scolaire qui participe beaucoup au projet, on a eu un moment d'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a vécu ça? Peut-être tu peux traduire la perspective que toi tu as eue. Premièrement, c'est juste pour vous informer que je porte deux chapeaux un petit peu dans ce projet-là. Mais mon chapeau primaire, c'est d'être conseillère pédagogique, mais je suis aussi rechercheuse. Oui, tu en maîtrises. Alors, mais à ce moment-là, c'est vraiment défini plus une situation de conseillère pédagogique. Et puis, aussi, premièrement, j'aimerais souligner qu'Alain et son équipe de recherchistes ont vraiment, vraiment bien développé ce climat de confort et de confiance. On a pris notre temps, je pense que ça a pris quelques rencontres. Même de la part des enseignants, là, je parle aux enseignants, puis ils se sentent très à l'aise. Ouais. Ils se sentent pas étudiés. Oui, puis des fois, ça posait des questions, mais il fait quoi, Alain? Oui, c'est ça. Mais c'était un processus assez organique. Là. On ne sent pas que ça a été imposé. Puis même l'idée que tu souhaitais avoir des captures de la vidéo, c'est même pas toi qui en as parlé. Je pense que c'est moi qui ai ramené ça à la table d'un autre cours que je prenais. Je disais, ça serait une bonne idée de commencer à s'aventurer là-dedans. Mais c'était dans le projet initial. Ben, moi, je l'avais jamais vu. C'est arrivé organiquement. Ouais. Et puis, bon, l'incident en question, l'enseignante Nancy, c'est une enseignante de mathématiques, premier cycle du secondaire. C'est une classe de secondaire 1. Avant la classe, elle doit choisir, on leur suggère des stratégies, des pratiques. Et puis, j'ai parlé à Nancy, je dis, bon, tu vas choisir peut-être 2 stratégies, 2 pratiques que tu aimerais développer dans cette classe avec tes élèves. C'est une classe d'élèves qu'on appelle régulier,
c'est pas des élèves enrichis, c'est pas des élèves en augmentation. Une classe très régulière. Elle choisit ses stratégies, elle a rempli, ils ont aussi comme un petit formulaire à remplir. Puis avant le cours ou après, ils choisissent leur stratégie. C'est ça que j'aimerais démontrer, ces pratiques. Et puis, à ce moment-là, après, l'équipe de recherche viennent, on fait des captures vidéo. Pour cette classe-là, j'étais là, je suis arrivée en retard, j'ai manqué un petit peu le début, l'introduction. Je suis arrivée peut-être au tiers de la classe. Les élèves travaillaient sur des problèmes mathématiques en équipe. Et puis après ça, il y avait des représentations de leur développement, de leur pensée mathématique. Il y avait des présentations au tableau. Et puis, quand on parle de pratique ou on parle de stratégie d'enseignement, notre vision, en tant que de conseillère pédagogique ou de recherchiste, n'est pas nécessairement la même vision que l'enseignant. Puis cette vision-là, son interprétation, n'était pas tout à fait la même. Et puis, quand ça vient pour faire des petits changements, on a pu constater qu'un petit changement peut quand même prendre un peu de temps. C'est très complexe, hein, une classe de l'enseignement. C'est quelque chose de très complexe, que le changement ne se fera pas en une période de 75 minutes. Bon, bref, la classe est bien déroulée. Les élèves sont venus au tableau, ils ont comparé des développements de questions mathématiques. Peut-être que ce n'était pas le meilleur problème mathématique à choisir pour ces stratégies-là, comme vous pouvez voir sur la capture. Mais bref, en tout cas, la classe est finie. J'ai dû quitter. L'enseignante enseignait la période tout de suite après. Alors, on n'a pas eu le temps de vraiment discuter de ce qui s'est passé dans ce cours-là. Alors, nos rencontres face à face, ça venait, c'est peut-être une semaine plus tard, environ une semaine plus tard, qu'on avait la rencontre face à face. Les recherchistes préparent les captures vidéo. Et puis, finalement, la journée de la rencontre face à face, on avait la période de l'avant-midi. L'enseignant n'avait toujours pas pu regarder sa capture vidéo. Et de ma part, l'erreur aussi, c'est que j'aurais peut-être dû, c'est ce que, idéalement, c'est que moi aussi, je regarde la capture vidéo au complet, que je m'assois avec elle, et puis qu'on regarde ensemble, qu'est-ce que tu aimerais partager avec le reste du groupe. On n'a pas pu faire ce processus-là. Elle a regardé sa capture vidéo sur l'heure du dîner, et puis tout de suite après le dîner, c'est le moment où on a montré les deux captures au reste du groupe. C'était un peu rush. C'est ça. Alors, c'est parti. On a regardé les captures vidéo. Moi, j'étais assis là, assez mal à l'aise pour moi-même, et surtout pour elle. Parce que c'était pas les meilleurs moments de sa pédagogie qui étaient mis en évidence. Il y avait peut-être eu des meilleurs instants, peut-être pas parce qu'on est dans d'autres classes. Et puis que ça a été montré à tout le monde dans le cours. On a eu des réactions, des gens ont resté quand même très discrets, très polis, ça s'est quand même bien passé. Il y avait eu une autre capture tout de suite avant, tout de suite après, je pense, une autre capture qui était un peu meilleure. Ouais. Mais bref, ça je pense que c'était un vendredi. L'enseignante a eu le week-end pour y réfléchir parce que l'incident, vraiment, quand j'ai reçu le courriel de l'enseignante qui voulait se retirer, c'était le lundi matin. J'avoue qu'au lundi matin, je vois ce courriel-là, j'étais complètement à terre, j'étais quasi en larmes pour elle. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé tout de suite, il faut passer à l'action. On s'est parlé. Et puis, je suis allée la rencontrer sur l'heure du dîner et on a développé un protocole. Je vais essayer de faire on commence à essayer. Oui, conceptuellement, on voit qu'il y a deux systèmes d'activité, deux façons de voir les choses qui sont un peu en contradiction ici. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on considère un objet intéressant, valide, prometteur pour la réflexion. Alors, la tension ici est entre le choix d'un extrait qui illustre une pratique perspective. Moi, comme chercheur, j'avais vu l'extrait, la captation de la classe de Nancy. Puis je m'étais dit, oui, il y a des aspects problématiques. Et c'est l'illustration d'une pratique existante, qui est perfectible. Et là, on peut avoir une réflexion collective sur qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas là-dedans, comment on peut l'améliorer. La perspective de la commission scolaire,
c'est plutôt de, autant que possible, produire des extraits qui illustrent la performance cible, c'est-à-dire les meilleurs moments. Ouais. Alors, on a vécu ça comme ça. Ouais. Et la résolution a passé par quelque chose que je pense que c'est Sandra qui a proposé. C'est-à-dire qu'on appelle un protocole. Ouais, j'étais en feu ce matin-là, j'ai dû taper ça en 20 minutes. Là. C'est ça. Comment on va faire pour la suite des choses? En gros, ce que ça dit, c'est qui va faire quoi, puis on donne un délai d'au moins 7 jours à l'enseignante pour qu'elle visionne, qu'elle choisisse. Le choix se fera avec la conseillère pédagogique. Et moi, ce que j'ai rajouté en rouge, c'est ça pour illustrer la négociation du contrôle de cette décision-là. C'est que Sandra proposait l'enseignante et la conseillère pédagogique se rencontrent afin de sélectionner les extraits. Moi, j'ai dit que ça serait possible que si l'enseignante est d'accord, que quelqu'un de l'équipe de recherche soit là aussi. Parce que là, on allait un peu dans un extrait. Oui, on était c'était réactif. C'était le contrôle qui est bon. Alors, merci une minute. Merci Sandra. Je pense qu'on peut conclure. Ça va? Oui, ça va, merci Sandra. Les deux prochaines diapos sont en fait des concepts émergents de ça. On peut peut-être juste mentionner que ce qui se passe dans un projet comme ça, en partenariat, qui sont illustrés dans les extraits qu'on vient de donner, c'est qu'on fait des cycles rapides de conception mise en œuvre. Je reviens à cette illustration-là. Quand on change des pratiques, le cœur de la pratique devient un peu imprécis et peut-être même mal peuplé. Donc, ce qu'on fait dans le projet avec les captations vidéo et d'autres artefacts, c'est qu'on veut peupler un espace semi-public de pratiques émergentes par des enseignants explorateurs. Nancy, c'est une enseignante exploratrice. Elle explore des nouvelles façons de faire. Elle se permet de révéler ce qu'elle fait dans sa classe. Et ce qu'il faut faire, c'est peupler le cœur avec ces artefacts-là. Ensuite, permettre une participation périphérique légitime. Donc, Nancy est ici. La pratique traditionnelle normative, elle est là. Nous, on s'en va ailleurs. Nancy, elle est ici, et elle devient une enseignante au cœur de la nouvelle pratique. Et on rend visible des manifestations de ce qu'elle fait au profit des autres de la communauté qui peuvent commencer à regarder et dire « Ah, c'est ça qui se passe dans les classes. C'est ça qu'une classe peut devenir. » Puis dans l'exemple de Nancy dont on vient de discuter, malheureusement, la pratique n'était pas une pratique exemplaire, prometteuse, c'était une pratique problématique. Ça fait partie des enjeux de la réalité de faire ça. Et on s'est amélioré. Alors, on propose, je pense qu'on a du temps maintenant pour la discussion. Hein? Donc, je ne sais pas vos expériences, des défis, questions, solutions. Des gens? Pardon? OK. Non. Alors, merci Alain pour la présentation que je trouve fort intéressante, très intéressante, de voir effectivement que la recherche puisse se faire autrement. J'ai connu dans une vie antérieure assez différente. Donc, je trouve ça fort intéressant. Maintenant, le fait qu'on puisse prendre en compte les contextes dans lesquels les jeunes rentrent, c'est vraiment important. De pouvoir chercher leurs besoins pour travailler ensemble sur quelque chose qui va se construire en termes de design de recherche. Bon, je trouve ça fort intéressant. Ça prouve qu'on peut faire les choses autrement. Et quand on donne la peine de le faire, on peut effectivement aller ailleurs. Je vais poser une question, mais ce n'est pas une question piège. Hein? C'est pas une question piège. Il y a dans le parcours d'autres façons
façons qui sont envisagées de faire la recherche, ou plutôt de la présenter ou de la vivre avec les milieux. Je pense notamment à des gens qui poussent une espèce d'institut national de l'éducation, où là, on se parle beaucoup des données probantes, ce qui vient de la recherche, des méta-analyses, etc., etc. Alors là, j'ai l'impression qu'on est dans une autre logique de recherche. Une logique de recherche qui est plus une logique, ben voilà, nous avons un savoir qui s'est développé quelque part, et maintenant, nous allons vous montrer comment les choses pourraient se faire, idéalement. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là deux logiques de recherche complètement différentes qui ne risquent pas de clasher quelque part? Parce que là, visiblement, il y a des gens qui font beaucoup de place dans la sphère politique et les choses souterrains. Comment ça, on va vivre ensemble? Et là, je pense qu'il n'y a peut-être pas de réponse à ça. Mais comment ça va pouvoir vivre ensemble? Puis à la limite, j'ai vraiment juste à poser la question, est-ce que des chercheurs qui sont dans votre lignée ne pourraient pas, à un certain moment donné, dire, écoutez, il me semble qu'il y a d'autres façons de faire de la recherche que ce que vous proposez, vous, les gens de l'institution, les promoteurs de l'institution? Très belle question, merci. Puis évidemment, je n'aurai pas de réponse. Mais je pense que ma réaction à cette problématique-là, c'est que ce ne soit pas un combat mortel. Là. Il n'y aura pas une version de la réalité qui va gagner sur l'autre. Je pense que je reviens à la proposition initiale d'Anne Brown. Hein. Elle disait on fait des expérimentations de vie dans les classes, mais à un moment donné, on va dans le laboratoire aussi. Il y a des difficultés à lier les deux, mais il y a une convivialité possible. C'est possible de dire, dans une logique de recherche en partenariat, qu'à un moment donné, on va recueillir des données selon des chaînes expérimentaux. C'est possible. Mais c'est sûr qu'on a un travail à faire pour faire admettre la cohabitation, puis arrêter de traiter ça comme un duel. En fait, moi, c'est ma perception. Il y a mademoiselle au fond. Bonjour, je voulais dire au niveau des partenariats, l'approche que vous proposez, il peut y avoir en même temps une autre étape préalable. Dans le contexte où on travaille, les gens n'ont pas la culture de recherche. Je pense que ça soit la population marginalisée, je pense en contexte libre avec la population certaines populations déplacées, etc. La culture de recherche semble quelque chose de complètement étranger. Alors, de leur dire qu'on va faire cette approche participative, et là, vous proposez des questions de recherche, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut avoir quand même une période préalable, juste même de travailler pour arriver à cette étape-là. Ouais. Sinon, ils vont dire, dites-nous qu'est-ce que vous voulez faire, on va le faire. Cette appropriation-là, ça arrivera. Tout à fait. C'est capacity building. En fait, poser la question à des gens dans ces contextes-là, quelle sorte de recherche que voulez-vous, c'est pas une question équitable. Il faut construire la capacité dans ce groupe-là, l'amener à cette capacité de dialoguer de cette manière-là. Mais comme c'est pas quelque chose qui est très valorisé au niveau de la recherche ou au niveau de l'intellectuel, au niveau de la production scientifique, c'est pas le renforcement des capacités à ce niveau-là pour que les gens puissent prendre ownership de la recherche. C'est quelque chose qu'on ne valorise pas de la même façon que les retombées scientifiques. Non, puis la question que ça pose, c'est qui va faire ça? Est-ce que ce sont que les chercheurs? Est-ce que ce sont... La notion de passeur, à ce moment-là, est très importante. C'est-à-dire qu'il faut que les milieux commencent aussi à réfléchir à leur manière de s'outiller pour participer de cette manière-là. Ça pose la question de la responsabilité de ce développement de capacité. Ouais, il y avait Sylvie. Allez-y. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, mais brièvement. Je vais poser la question par rapport à mon contexte. Très belle présentation en passant, c'est très convaincant
recherche, ça c'est du développement. Donc, et dans le contexte qu'on doit trouver, puis avoir une certaine productivité, puis qu'on fait des demandes de subventions, puis quand c'est pas de la recherche classique, puis que le comité ne comprenne